Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du travail ancestral, donc du travail avec les ancêtres. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait ces derniers temps, j'avais commencé l'année dernière et là ça s'est pas mal accéléré parce que j'ai fait des recherches en généalogie pour connaître un petit peu mieux mes ancêtres. Alors d'abord, pourquoi est-ce que on se décide à faire un travail sur ses ancêtres? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et qu'est-ce qui peut nous motiver? Donc il y a plusieurs raisons. Il y a une partie en fait liée à la psychologie, de comprendre un peu d'où on vient, quelles sont les choses qui ont été transmises. Par exemple, on peut avoir certaines pensées, certaines façons d'être, certaines maladies aussi, certaines situations de vie qui font écho à ce que nos ancêtres ont vécu et des choses qui ont été transmises de génération en génération. On peut donc avoir comme idée, je vais mieux me comprendre, je vais peut-être pouvoir guérir des blessures de lignée, ou me guérir moi-même voilà, en travaillant sur cette lignée ancestrale. On peut aussi avoir envie de faire un travail plus, on va dire, mystique. Enfin, l'autre aussi est mystique. Mais on peut aussi faire un travail donc de contact avec ses ancêtres pour pouvoir demander de l'aide, pouvoir avoir de l'inspiration, ressentir une connexion profonde avec un certain type de spiritualité, par exemple. Donc ça peut aussi être une façon voilà, d'avoir cette inspiration, cette aide à travers des discussions que l'on va avoir avec nos ancêtres en utilisant, moi j'utilise beaucoup les cartes, mais aussi en méditation, etc. On peut aussi chercher à créer des liens, retrouver un lien avec nos racines, notre lignée ancestrale, vénérer nos ancêtres aussi, comme ça se faisait beaucoup. Donc on a envie de retrouver ce côté de vénérer les ancêtres. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec justement le lien avec la lignée ancestrale. Alors après, qui sont nos ancêtres? Il y a plusieurs façons en fait d'appréhender les choses, il n'y en a pas une plus juste que l'autre, c'est en fonction de ce que vous allez avoir envie de faire et ce que vous allez rechercher. C'est-à-dire que l'on peut voir les ancêtres en tant que lignée de sang. Voilà, donc on peut travailler avec une personne en particulier, une lignée particulière aussi, donc plusieurs personnes d'une lignée de sang. Et ça fait, c'est ce qu'on considère le plus souvent comme travailler avec ses ancêtres. Mais il y a d'autres façons aussi de se connecter à des ancêtres. Par exemple, on peut rechercher plutôt dans les ancêtres en psychologie, on pourrait dire inconscient collectif. On considère par exemple que moi je considère en tant que femme, je suis porteuse de tout un tas de choses qui sont liées à la mémoire des femmes qui ont vécu avant moi et je vais les considérer comme des ancêtres, donc je vais faire ce travail ancestral avec elles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Ça peut être aussi lié à une tradition dont vous vous sentez très proche et vous avez envie de vous connecter avec les Celtes, les Irlandais, les peuples du Nord, sans savoir si vous avez ou non particulièrement un lien de sang, sachant que vous avez de grandes chances quand même, sur les exemples que j'ai donnés, d'avoir un lien de sang avec ces traditions-là. Mais par exemple, on pourrait avoir aussi l'Égypte, les traditions africaines, etc. Pour moi, c'est une façon de se connecter avec quelque chose, avec un inconscient collectif qui résonne avec vous. Et vous allez voir que parfois on passe par... il y a quelque chose qui va nous attirer, comme par exemple moi, les traditions amérindiennes. Et j'ai réalisé que ce qui m'attirait à travers ces traditions amérindiennes, c'était le côté chamanique et que je pouvais le trouver aussi dans ma lignée de sang. Mais c'est toujours intéressant d'aller travailler avec quelque chose qui nous parle, où on sent quelque chose au niveau énergétique qu'on sent juste, voilà. Et puis après, vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez travailler avec ces traditions-là, vous allez peut-être trouver des choses qui vont résonner avec votre lignée de sang. Donc,
On peut se dire, voilà, j'ai envie de travailler avec les Celtes, j'ai envie de travailler plutôt avec l'esprit, on va dire, voilà, l'esprit nordique, des Vikings peut-être, ou globalement l'expérience humaine, et avec toute l'expérience humaine et avec toutes les personnes qui ont foulé notre terre et qui ont acquis de l'expérience, qui ont vécu un certain nombre de choses qui peuvent aussi nous inspirer, que ce soit des gens par exemple qui ont pu vivre en Chine ou sans qu'on ait vraiment une idée précise. Donc ça peut être au global, l'expérience humaine globale en tant que bah, en partant du principe on vient tous quelque part de la même origine, donc on peut aussi s'inspirer des histoires de personnes qui ont vécu il y a très 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 longtemps. Voilà. Alors après, comment est-ce que on va, comment est-ce qu'on va procéder et qu'est-ce qui va nous aider dans ce travail? Alors, il y a plusieurs façons de faire en fonction de ce que vous avez choisi justement comme type d'ancêtre. On va faire, pour moi, en premier lieu, ce qui est super intéressant à faire, ce sont des recherches historiques. Alors, que ce soit sur vos ancêtres de sang, de votre lignée de sang, donc moi j'ai fait faire, enfin j'avais commencé toute seule, mais j'ai continué en fait, donc faire un dossier de généalogie avec des noms de personnes, où est-ce qu'elles vivaient, quand est-ce qu'elles sont nées, avec qui elles se sont mariées, etc. Et on va pouvoir élargir petit à petit les connaissances que l'on a sur nos ancêtres, où est-ce qu'ils ont vécu, quels étaient leurs métiers, quels étaient leurs noms de famille. Et après, ben, petit à petit, on va creuser en fonction de jusqu'à quand on peut aller, mais généralement on peut aller jusqu'à 1500 ou 1600 si on a la patience ou si on fait travailler quelqu'un à notre place. On arrive assez facilement, si les livres aussi ne sont pas perdus, mais on arrive quand même à remonter, et ça j'ai été assez surprise, hein, c'est généalogiste qui me l'a appris. On arrive à remonter donc au début de la Renaissance. Après, pour des gens qui vont avoir la chance de retomber sur une lignée noble, il y a plus d'informations parce que les nobles enregistraient leur lignée, leur généalogie pour des questions de titres et des questions de terre. Qui va hériter de telle ou telle terre. Voilà. Donc, si vous avez la chance en creusant, puisque c'est difficile d'aller creuser sur toutes les branches, hein, plus on remonte, plus c'est large. Si vous avez la chance de tomber sur votre lignée, enfin sur une lignée noble, vous allez pouvoir remonter assez loin. Et donc ça a été mon cas, et j'ai pu remonter très très loin, c'était très chouette. Alors, à partir du moment où on va avoir ça, on va essayer, avec des données historiques, de comprendre comment nos ancêtres vivaient. Alors même si on n'a pas enfin si vous n'avez pas des écrits sur votre famille, vous allez voir, par exemple, moi il y a une partie de ma lignée qui est très liée à la terre, à la culture de la terre. Et puis à la culture de la terre, par exemple en Bretagne et en Normandie. Donc je suis allée voir comment est-ce qu'ils vivaient, des anciennes photos, si on remonte pas trop loin. J'ai regardé aussi les cartes de l'Europe et de la France à l'époque. Donc à chaque époque, je vois, ça faisait partie de tel duché, ça faisait partie de tel truc, voilà. Et puis, comment est-ce qu'ils vivaient, avec quel peuple ils avaient des liens. Par exemple, en Bretagne et puis en Normandie, on voit énormément l'influence des invasions barbares, dites barbares. Ça voulait dire pour les Romains qui étaient extérieurs à l'Empire romain. Donc voilà, on a déjà avec l'histoire, quand on remonte un petit peu au niveau ancestral, on comprend un petit peu comment les gens ont vécu, les mélanges de population. Avec les noms de famille et les origines des noms, ça peut être aussi intéressant de voir quelle est l'origine du nom. Si c'est une origine plutôt latine, plutôt des pays du Nord. Donc moi j'ai plutôt des origines des pays du Nord, donc je sais que dans mes ancêtres j'ai eu pas mal de Germains, et ces Germains-là, je sais que y a eu des Saxons, et les Saxons ils sont aussi allés sur les côtes
de la Grande-Bretagne actuelle. Ils sont aussi les ancêtres des Vikings. Et puis un peu plus loin, puisque je suis remontée assez loin, je suis remontée à un Viking d'ailleurs assez célèbre, c'était assez rigolo, qui était en Normandie, qui était installé en Normandie. Donc je fais des recherches en fait à partir des documents historiques. Même chose sur ce que je peux faire là en ce moment sur la Haute-Loire, le fait que la Haute-Loire elle a été pas mal isolée, le fait qu'il y a eu les appels pour les croisades, donc j'ai des croisés aussi dans mon arbre généalogique. J'ai pas mal en fait de lignées féminines, c'est par les lignées féminines que j'arrive à la noblesse et aux croisés. Donc qu'est-ce que c'était qu'être une femme de croisée, une femme qui était aussi échangée contre des terres, contre voilà, il y a plusieurs, il y a plein de choses en fait qu'on peut aller creuser. Et ils sont intéressantes et qui donnent aussi des idées sur qui nous sommes et d'où nous venons et comment nos ancêtres vivaient. Voilà, donc par exemple aussi venant et de Bretagne et de Haute-Loire, il y a un culte à Marie qui est très important dans ces deux lieux, de mes ancêtres. Le terroir de la Haute-Loire a été énormément protégé en fait des influences romaines, en tout cas de là où j'étais, là d'où je suis originaire, donc autour du Puy, vers le Puy. Donc il y a beaucoup moins d'influences romaines, on a des influences chrétiennes, mais il y a encore tout un terreau qui est encore vivant aujourd'hui de sorcellerie, de guérisseurs, etc. Je sais que mon arrière-grand-mère, elle utilisait beaucoup les plantes, comme ma mère d'ailleurs. Donc on a ça, et ça vient de l'histoire de la famille, donc c'est super intéressant. Donc à nouveau, pour moi, une des choses intéressantes à faire, c'est ça. Et vous allez voir que quand vous avez un arbre, c'est aussi intéressant d'aller discuter avec vos parents, s'ils sont encore là, vos grands-parents ou des gens de la famille, pour avoir des anecdotes de la famille. Par exemple, je sais que mon arrière-grand-père en Bretagne, ça a été un des premiers à importer en Europe un tracteur qui venait des États-Unis avec des roues en fer, etc. Donc on voit dans la lignée quelque chose d'intéressant qui est lié à l'invention. On aime inventer, on aime tout ce qui est nouveau. Et mon père, il a ça, puisqu'il a créé, en parallèle de son travail, on va dire, régulier, il avait créé aussi avec des copains une société pour déposer des brevets. On a toujours aimé inventer des choses, donc on a ça dans la lignée. Alors on l'a plus ou moins, puis après ça se dilue bien sûr, mais vous allez retrouver des anecdotes qui sont super intéressantes. Moi, mon arrière-grand-mère, pardon, en Haute-Loire, elle soignait ses petits-enfants avec des plantes et elle avait un fort caractère, et il y avait intérêt à avaler les potions qu'elle préparait quand vous étiez malade. C'était la mamie au chat, elle avait plein de chats. Donc tout ça, c'est intéressant d'aller le noter quelque part. Et puis aussi, c'est des choses qui se perdent petit à petit. Donc même si vous n'avez pas comment dire, de lien affectif fort, parce que c'est vrai que parfois on ne s'entend pas très bien avec sa famille, on ne s'entend pas très bien avec ses grands-parents, etc. C'est quand même intéressant d'aller noter les anecdotes de la famille pour voir d'où vous venez, que ce soit des choses positives, comme ce que moi j'ai partagé, ou des choses négatives. Il y a des choses, il y a des traumas en fait dans la famille que j'ai retrouvés, des filles mères, j'ai déjà raconté, mais on voit que un bébé a été déclaré, une naissance a été déclarée le lendemain par la mère, la fille mère qui s'est tapée je sais pas combien d'heures, enfin peut-être 1 heure et demie de marche le lendemain de l'accouchement, etc. Donc vous allez, à partir des dates, voir des choses. Une lignée dont on n'a jamais parlé. Par exemple, une personne qui n'a jamais parlé de ses parents ni de ses frères et sœurs, et on n'en entend jamais parler. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On peut essayer de deviner. Donc voilà, alors on va récupérer des faits, et à partir de ces faits, on va faire bien sûr des suppositions, parce qu'on n'a pas toujours accès à la vérité avec un grand V, elle est difficile à accéder, mais ça donne des pistes de travail.
Alors, deuxième chose que l'on peut faire, c'est, si on a envie de vénérer ses ancêtres, c'est faire un autel avec des objets, avec des photos qui parlent de nos ancêtres. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Moi, j'avais récupéré une boîte de souris. Vous voyez, c'est une boîte de souris. Donc il y a deux parties. Et à partir de ces petites boîtes, vous pouvez même faire plus grand avec une boîte à chaussures. Moi, je vais coller des images et je vais déposer des choses à l'intérieur. Donc, par exemple, quand on allait en Haute-Loire, il y avait le chapelet de la grand-mère. Donc, je vais sûrement mettre un chapelet. Je vais peut-être mettre une image de la Vierge du Puy, de la Vierge Noire du Puy. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont me revenir. J'ai des croisées, peut-être je vais mettre des images de croisées. Si j'ai envie de faire un hôtel dédié à mes ascendants nordiques, je vais peut-être mettre une représentation de mon ancêtre qui est connu, donc un truc vieux, une enluminure. Donc voilà, je vais faire ça pour me mettre plus facilement en contact avec cette lignée. Et puis donc voilà. Alors après, ce qui est possible aussi de faire pour les gens qui aiment bien écrire, c'est de faire de l'écriture, on va dire poétique, sans avoir... c'est un peu ça qui gêne un peu les gens, parce qu'on se donne toujours, on se met dans l'idée, oh, si je suis pas Baudelaire, je vais pas écrire. Si, lancez-vous, écrivez et faites-le dans votre style, et c'est ça qui donne de la magie. Et donc vous pouvez écrire une petite incantation pour appeler vos ancêtres, pour les vénérer, pour les remercier. Vous pouvez, si vous aimez écrire des histoires, écrire des petites histoires qui sont influencées par exemple, des légendes locales. Moi, je pourrais écrire sur des légendes de Haute-Loire, ou vous avez vu que je fais un travail aussi sur les légendes de Bretagne. Donc, je vais écrire des histoires, je vais lire aussi la littérature, hein. Par exemple, ça j'ai oublié de le dire, mais sur les recherches, j'ai acheté des livres sur la sorcellerie au Puy, enfin en Ardèche. Je lis pour le travail avec la Bretagne, la matière de Bretagne. Je lis certaines histoires, certaines analyses aussi. Donc c'est tout ce matériau qu'on a facilement, auquel on a facilement accès, pardon, parce qu'aujourd'hui on a facilement accès à la culture à travers les livres, à travers les publications, à travers des chaînes aussi. Alors souvent c'est des chaînes anglo-saxonnes, mais pas que. Donc voilà, ça c'est ce qui permet d'apporter une richesse. Et puis après, je vais utiliser des jeux pour faire des tirages, pour poser des questions. Donc, comment est-ce que je vais choisir ces jeux? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un jeu spécial, je l'ai déjà dit. Vous avez besoin d'avoir un jeu qui est général. Donc, par exemple, un tarot, c'est bien un tarot, ou un autre jeu particulier avec pas mal de... Enfin, ça dépend quel type de message vous voulez avoir. Voilà, en fait, c'est ça. Choisissez votre jeu en fonction du type de message que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir des messages d'inspiration, juste des messages d'inspiration, des petits messages pour vous aider, pour vous guider, vous pouvez prendre un petit jeu d'inspiration. Donc, par exemple, les petits oracles. Par exemple, les messages de guérison de l'Égypte ancienne, si par exemple c'est l'Égypte qui vous parle, ça je vous donne des exemples de mes jeux, mais voilà, le envolée sauvage, je l'ai fait énormément. Alors attendez, je vais agrandir pour voir si c'est net, parce que j'ai changé. Voilà, envolée sauvage, je l'ai fait beaucoup en pensant à la Bretagne, mais pas que, et aussi à la partie un peu... on ressent les influences, voilà, de la Bretagne, dans le sens où c'est un mélange entre comment dire, le monde d'autrefois et le monde chrétien, même si comment dire, il convient à tout le monde, mais donc on va avoir juste des petits messages. Donc, moi, je m'en sers beaucoup pour me sentir en contact et un petit peu avoir
un rappel de, un rappel de choses. C'est-à-dire, pour moi, les ancêtres, ils sont là aussi pour nous rappeler qui nous sommes. Et voilà, j'utilise beaucoup celui-ci. Donc ça, c'est un exemple de jeu, on va dire, très très simple, où on a juste à lire le texte. Mais pour faire un travail avec plus d'informations, je vais utiliser la plupart du temps soit des tarots, soit des oracles avec un univers particulier. Donc on peut utiliser en soi n'importe quel tarot, vous aurez les mêmes informations, mais pour se mettre dans l'esprit du travail avec un ancêtre, c'est bien aussi d'avoir un jeu qui va, au niveau visuel, représenter l'énergie déjà que vous percevez de cet ancêtre ou de ses ancêtres. Donc par exemple, un des premiers jeux avec lequel j'ai travaillé pour faire justement, enfin non, j'avais deux jeux, pour travailler avec, je vais vous montrer après, pour travailler avec les ancêtres féminines, c'est le Weaver's Oracle. Alors le problème c'est qu'il est en anglais, et c'est pas de l'anglais très très facile à comprendre, mais moi c'est vraiment un oracle qui me permet de me relier avec la sagesse du féminin. Et donc on a des histoires, et donc je vais tirer une carte, je la garde parfois très longtemps, hein. Celle que j'ai actuellement, ça doit faire 6 mois que je travaille avec, et je vais lire l'histoire, et très souvent je laisse les choses... c'est un peu comme s'il y avait une leçon et que je laissais la leçon s'infuser. Donc je vais pas forcément... Enfin, je peux faire des tirages, mais je fais pas forcément d'autres tirages. Donc j'ai une carte, je lis l'histoire, je relis l'histoire, et je laisse les choses se poser, et je vais noter des choses aussi sur ce que je peux apprendre. Un autre jeu qui est pareil, qui est en anglais, mais qui est plus facile d'accès. Et là, donc, on va avoir des hommes et des femmes. C'est le Wisdom Keepers. Alors, j'adore ce jeu. Bon, déjà, je l'adore au niveau visuel. La dernière carte, c'est un miroir. Oui. Et donc, on a des thèmes. Donc, c'est un jeu qu'on peut utiliser juste comme ça pour voir un peu pour aller visiter des thèmes particuliers. Par exemple, quand vous faites un tirage, quel est le problème, avec quoi vous devez travailler pour résoudre tel problème. Donc vous allez avoir un mot-clé. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans le livre, on a l'histoire du personnage avec sa leçon de sagesse. Donc on a son histoire de sagesse, son don, ce qui va nous apporter, et puis des questions pour ce qu'ils appellent la contemplation. Donc, en fait, c'est des questions à se poser pour travailler avec cette énergie-là. Donc, c'est un petit peu comme si l'histoire, c'était par exemple, bon, là, on voit un personnage, on a cette idée vous avez le thème clé, la préservation, et puis vous allez avoir l'histoire, et c'est en fait... vos ancêtres vont utiliser ces histoires-là, qui ne sont pas exactement les leurs, mais ils vont choisir en fait la carte qui représente le plus l'histoire à raconter et la sagesse qui a été acquise à travers cette histoire. Et c'est pour ça que moi, je le trouve vraiment très, 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 très chouette. J'adore ce jeu. Et j'ai beaucoup travaillé avec. Là, je travaille moins avec, mais je pense que je vais le laisser sorti parce que j'ai bien envie de reprendre le travail avec ce jeu-là. Donc ça, c'est un deuxième jeu. Alors là, on voit que c'est quand on a envie de travailler, alors soit avec quelque chose de général, donc là, une leçon qui a été apprise par l'humanité en général, ou si vous travaillez avec quelqu'un en particulier, une leçon qui a été apprise ou une leçon qui ressemble à ce qui a été appris par votre ancêtre. Après, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus générales. Hop. En choisissant un thème qui ressemble à la vie de votre famille. Donc par exemple, et ça va vous être personnel, c'est-à-dire moi par exemple pour la Bretagne ou même pour la Haute-Loire, je vais choisir celui-ci,
le tarot de la magie verte parce qu'on a des personnages qui sont dans des ambiances de nature. On a des gens, pas des... Hop. On a des gens qui habitent dans des petites maisons, qui sont, voilà, on a des artisans, on a des chasseurs, donc on a quelque chose qui ressemble plus, hop, à la lignée avec laquelle, par exemple, j'ai envie de travailler. Voilà, couper du bois, etc. Donc c'est super intéressant. Ça nous lie aussi hein, beaucoup à nos origines gauloises, enfin mes origines gauloises, et qui sont des origines celtes. Donc je trouve que ce jeu-là, il est... alors c'est un mass market, donc il n'est pas très cher. Et je trouve que, pour moi, en tout cas, voilà, il reflète bien ça. Il y en a d'autres qui existent, qui n'ont pas été traduits forcément en français, mais qui ont ce côté nature. Donc il y en a qui ont plus un côté nature avec des animaux par exemple, ou des plantes, d'autres qui vont plus avoir des personnages dans la nature. Donc ça c'est un peu à vous de voir ce qui peut vous plaire. Si vous avez, je vais vous donner d'autres exemples. Bon, ça c'est un de mes tarots préférés. Mais par exemple, si vous avez vous avez dans votre lignée, enfin vous venez d'une ascendance asiatique, je trouve que celui-ci, il est super chouette. Bon, moi, je n'ai pas forcément d'ascendance asiatique, mais je l'adore. Et on sent en fait cette énergie très particulière, cette façon de représenter les choses. Donc il y a quelque chose d'assez rêveur. Donc même si vous n'avez pas d'ascendance asiatique, s'il vous plaît, bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme moi, je l'utilise beaucoup. Je l'ai d'ailleurs en plein de versions différentes. Mais ça, c'est la version française. Donc voilà, le tarot des mondes oniriques, c'est un autre exemple. Si vous avez des... alors, attendez. Hop. Je vais remettre un peu tout ça ici. Hop, voilà. Alors, si vous avez des ascendants, par exemple, qui ont vécu beaucoup en bord de mer, qui étaient des pêcheurs, donc c'est des gens qui ont sûrement été beaucoup en lien avec les mythes liés à la mer. Donc vous pouvez par exemple prendre bon là je vous montre un tarot sirène, mais un tarot sur les sirènes. Alors il y en a plein qui existent, ça c'est un tarot de Marseille. Voilà, donc ça c'est... ça va être un petit tarot. Et vous allez utiliser, comment dire, poser des questions et avoir des réponses en utilisant la technique du tarot. Donc, c'est pour ça que ça va vous mettre dans l'ambiance, parce qu'on a ce tarot sirène avec des sirènes, mais ce que vous utilisez, c'est vos connaissances en tarot et vos connaissances, par exemple ici, en tarot de Marseille. Donc voilà. Hop. Qu'est-ce que j'avais comme autre exemple? Alors, comme moi je bosse beaucoup avec le côté de la terre, des herbes, etc., j'aime bien travailler aussi avec un tarot qui est un tarot sur les plantes. Alors, donc je vous montre mon préféré, sachant que je sais que c'est pas du tout... c'est pas un tarot que beaucoup de gens aiment. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais si, peut-être parce qu'il y a énormément de... Il y a énormément de plantes, il y a une suite sur les champignons, etc. Donc je vais retrouver, à partir de ces plantes, je vais avoir les messages de mes ancêtres qui travaillaient avec les plantes, enfin qui se guérissaient avec les plantes, qui faisaient de la magie avec les plantes aussi. Sachant que ça peut être aussi, je peux travailler avec des lignées très très anciennes, sachant qu'il y a des plantes voilà, qui ne sont pas forcément des plantes d'ici, de là où vivent mes ancêtres, donc je crois qu'il doit y avoir du cacao, etc. Mais j'aime beaucoup ce jeu parce que, bon, déjà il y a beaucoup de plantes, et deuxièmement, le livre est super simple et on a plutôt une... En fait, on a... En gros, une petite phrase pour expliquer pourquoi ça a été choisi pour telle carte de tarot, et on a des mots-clés. Et en fait, moi qui travaille déjà avec les plantes, j'aime bien aussi pas avoir trop de choses. Je trouve que c'est juste bien pour guider et pour faire des méditations à partir des plantes. Alors, il y a plein d'autres jeux. Je vous ai montré aussi celui
hop, d'Antoinette, qui est très chouette, où on a quelques plantes et des champignons. Donc c'est l'oracle de la magie forestière. Où est-ce qu'il est? Bah, ah, il est là. Voilà, donc plus simple, ça c'est, je sais pas s'il est encore disponible celui-ci, et puis il est un peu particulier. J'en ai fait je crois que j'en ai fait une review, donc et voilà, celui de la magie forestière, il y a que 35 cartes, donc ça fait moins de cartes pour les gens qui n'aiment pas avoir trop de cartes. Et puis on a les textes de Lyra, donc il y a beaucoup plus de choses, et du coup il est très sympa aussi. Hop. Donc voilà, alors... Après, pour les Celtes en fait, alors il y a pas mal de jeux sur le monde celte, mais il est plus, très souvent le monde celte, il est vu à travers les documentations qui existent et qui sont les plus abondantes et qui sont des choses qui viennent de Galles, d'Irlande, etc. Donc il y a les Matthews qui ont beaucoup travaillé euh, sur ce thème-là. Donc, on va avoir en fait, dans certains jeux, dont celui-là, l'Oracle des Celtes, des choses que je trouve moi intéressantes, avec des dieux et des déesses, alors pas gauloises, mais plutôt... enfin, dans celui-là, il n'y a pas de dieux et déesses, c'est plutôt des... C'est pour ça que je l'aime bien. On a plutôt... comment dire, on a des rôles, voilà, on a des rôles, donc c'est pour ça que celui-là, je trouve, c'est le plus général. On va avoir des rôles avec, voilà, la maîtresse, la tisserande, le conseiller, le guerrier, donc le poète. On voit les racines, en fait, des proto-indo-européens dont nous sommes, pour la plupart, issus. En tout cas, moi, j'en suis issue, donc pour les gens qui sont sur le territoire de la France, ou de la Belgique, de la Suisse, on a toute cette population de proto-indo-européens, alors indo-euro-européens, non, oui, alors je sais plus, faut que je crache et que je redise, les proto-indo-européens, voilà. Donc c'est comment dire, il y a des choses qui ont survécu en fait, puisque c'est un peuple qui a migré donc avant, dans les périodes préhistoriques, donc qui avait un certain nombre de valeurs, de façons de voir le monde, et on a ces façons de voir le monde qui ont subsisté dans le temps. Donc du coup, à travers ce jeu-là, on va avoir des choses qui sont super intéressantes. Alors après, il y a des choses un peu plus mystérieuses qu'on va aller chercher, mais il travaille plus avec des archétypes. Bon. Voilà, j'aime beaucoup. Donc il y a le druide, on a le chasseur, etc. Donc à partir de ce jeu-là, on peut travailler. Donc il y a aussi il y a tout un travail avec le chaudron. On va travailler avec des ancêtres qui ressemblent peut-être, qui ressemblaient à nos ancêtres. Enfin, on a des cartes qui peuvent nous aider à nous connecter avec un certain nombre d'ancêtres, avec vraiment pour ce jeu-là, la vision des Matthews, donc qui peut être un peu différente de la vôtre, mais je trouve quand même que ça reste un jeu qui est super intéressant pour les gens qui ont envie qui cherchent en fait un outil pour se lier avec leurs racines gauloises. Voilà, même si c'est pas, ils n'ont pas créé le jeu à partir des recherches en Gaule, mais plutôt à partir des textes récupérés donc sur le territoire britannique. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sachant que le chaudron n'a pas été... Enfin, il y a des choses qui sont utilisées par les personnes, par les païens, les néo-païens comme les Matthews. Ce sont des découvertes historiques qui ont été faites dans toute l'Europe, comme le chaudron qui n'a pas été... c'est pas un chaudron qui a été trouvé sur l'île britannique. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un caractère un peu général.
Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, vous regardez en fait et travailler avec l'OWAM. Donc il y a plusieurs jeux d'OWAM. Moi j'aime bien celui-là parce qu'on a des textes irlandais, des poèmes irlandais au dos, mais il est en anglais. Et je trouve qu'il y a... voilà, j'aime bien parce qu'il y a cet univers qui est très lié à la pierre et au monde naturel et à l'écriture, donc à la parole et au pouvoir de la parole. Donc voilà, mais il en existe pas mal d'autres qui sont où il y a plus de détails, qui sont aussi peut-être qui vont peut-être plus vous plaire et avec lequel on peut faire des tirages. Donc on peut faire aussi des tirages avec des bâtonnets. Il y avait un coffret d'ailleurs. Est-ce que je l'ai là, le coffret avec les bâtonnets? Non, je ne l'ai pas, mais il y a un coffret aussi. Oui, il y avait un coffret qui avait été publié par, et je sais pas, je crois que c'est Très Daniel, mais je sais pas s'il est encore disponible avec des petits bâtons, puisque vous pouvez aussi, et ça je vous invite vraiment à le faire, faire vos petits bâtonnets et en mettant votre écriture de WAM sur les bâtonnets pour pouvoir faire vos tirages. Ensuite, quand on a envie de travailler vraiment sur des choses super lointaines et sur les origines de l'humanité, j'ai un oracle que j'adore parce que il s'appelle l'oracle des chamans et il nous connecte avec nos ancêtres de la préhistoire qui avaient une vision très animiste du monde et je trouve, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me parle et qui m'inspire. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu avec les dessins sur les cartes représentent des dessins qu'on a retrouvés dans des grottes préhistoriques et qui ont été redessinés et je trouve que c'est super joli. Voilà. J'ai pas mal utilisé aussi un jeu des Matthews avec qui est inspiré aussi de gravures, de spirales préhistoriques aussi. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, alors c'est pas trop dans l'ordre au niveau historique, mais donc j'ai dans mes ancêtres pas mal de gens qui étaient dévoués à Marie, qui avaient un lien fort avec Marie, que j'ai aussi. Et donc il y a un jeu que j'utilise beaucoup, qui est vraiment un jeu plus mystique, oui, qui est très mystique. Alors c'est pas un jeu où je vais tirer plusieurs cartes, c'est vraiment comme le Weaver's Oracle. Je vais tirer une carte et je vais lire l'histoire, ce qu'a écrit Étienne, l'auteur. Et à partir de là, en fait, on voit à quel point il y a certains mystères qui ont été transmis à travers la religion et à travers Marie, mais qu'on peut lier avec des contes de fées, qu'on peut lier aussi avec des anciennes déesses. Et donc c'est pas du tout, même si il a l'air, c'est pas un jeu catholique dans le sens traditionnel du terme, hein. Les gens qui suivent la religion catholique, ils vont pas du tout s'y retrouver dans ce jeu-là. C'est plus un jeu de recherche et un jeu d'inspiration par les lignées féminines et un jeu où on va contacter en fait l'esprit du féminin qui accompagne chacun en tant qu'esprit ancestral. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et que j'utilise pas mal, mais un peu comme le Weaver's Oracle, je ne vais pas beaucoup tirer de cartes et surtout je vais travailler longtemps sur une même carte. Voilà, et puis pour mes ancêtres que j'ai retrouvés qui étaient des gens qui ont été des croisés, hein, j'ai retrouvé des croisés, je vais pouvoir utiliser un jeu que je trouve qui est pas mal, que j'adore surtout, du page novembre, c'est le tarot de la dévotion. C'est un tarot autopublié, c'est pas vraiment un tarot, mais on a
quelque part toute la dévotion chrétienne dans le sens noble du terme. Et j'adore ce tarot. Et comme il y a cet esprit de... comment dire? Il y a un esprit très... on dirait donc des vitraux. C'est un jeu... j'en sais rien. Vraiment, il a quelque chose. Et il va, je trouve, bien pour communiquer avec ce type d'ancêtre. Donc, et avec l'esprit plutôt du Moyen-Âge. Donc voilà, celui-là, je vais l'utiliser pour communiquer avec mes ancêtres du Moyen-Âge. Et puis voilà, pour le Moyen-Âge et pour le début de la Renaissance aussi, je vais utiliser un tarot de Marseille comme celui-ci, celui de Jean Noblet. J'aime bien parce qu'il y a la possibilité dans le tarot de Marseille de voir des choses qui sont bizarres par rapport à la religion catholique. Et donc, je trouve qu'il me met bien dans cet esprit-là de communiquer avec mes ancêtres de cette période-là, de cette période de Moyen-Âge et de début de la Renaissance. Puisque le tarot date de cette période-là, enfin les tarots de Marseille. Jean Noblet, 1450, donc voilà, 15e siècle, donc c'est la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance. Sachant que dans ces cartes, j'y retrouve la sagesse des philosophes, mais aussi des choses sur le monde patriarcal, des choses qui sont aussi intéressantes et dont on est dépositaire, même si elles ne nous plaisent pas forcément. C'est pareil, l'épopée des croisés, il y a des choses... Ce qu'il faut aussi, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous étudiez votre lignée, ne soyez pas dans le jugement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Parfois on peut juger que d'avoir des ascendants qui font tel métier, c'est pas bien, ou qui ont été telle personne, c'est pas bien, et tel autre truc, ça fait rêver, donc ça a l'air d'être bien. En fait, il n'y a pas de bien ou pas bien, on est dans un contexte où on va visiter l'histoire. Donc on va regarder ce qui se fait et quel était le contexte historique. C'est pour ça que d'étudier le contexte historique, c'est intéressant, ça invite à ne pas juger. Donc on n'est pas sur le jugement, on peut ne pas être d'accord avec ce que nos ancêtres ont pu faire, mais c'est intéressant de voir et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça, quelles étaient leurs intentions, sur les personnes par exemple qui sont parties en croisade, quelle était la contrepartie d'être partie en croisade, comment est-ce quelles étaient leurs motivations, qui sont parfois un petit peu surprenantes. J'ai aussi, oui, c'est super chouette, j'ai un troubadour en fait dans mes ancêtres, donc qui a écrit des textes d'amour courtois, mais aussi sur les croisades. Donc on voit des choses qui sont, je trouve, au-delà du jugement, qui sont touchantes parce qu'on va comprendre aussi des choses. Et c'est parce qu'on est capable de comprendre l'histoire, même au niveau général, d'aller la visiter, d'aller la comprendre, qu'on peut changer les choses, que l'on peut transformer, que l'on peut guérir, que l'on peut ouvrir. On peut avoir un esprit plus ouvert, être capable de mieux comprendre, que ce soit nos contemporains ou même l'histoire de notre famille et pourquoi telle personne que j'aime pas, elle en est arrivée là, etc. Donc pour moi, c'est super riche et c'est super intéressant. N'hésitez pas aussi à commenter dessous si vous avez vous aussi fait du travail avec vos ancêtres, donner des idées aux autres sur les jeux que vous avez utilisés, comment vous avez fait, quel type d'ancêtres vous avez, qu'est-ce que vous avez visité, quelles sont les surprises que vous avez eues. Voilà, parce que quand on s'attache un peu à ses ancêtres, on a aussi des surprises qui ne sont pas forcément une lignée noble, mais de comment les gens ont pu vivre, d'où ils venaient, comment ils se sont rencontrés. Quand ils ont vécu à tel endroit, qu'est-ce qui se passait à cet endroit-là? Ah tiens, à cet endroit-là, il y a eu plein d'invasions de Normands, donc il y a des chances pour qu'il y ait des origines, par exemple danoises, c'est un endroit où moi
j'ai retrouvé en Bretagne certaines personnes. Alors j'en suis pas sûre sur ses origines danoises, sur d'autres je suis sûre. Mais du coup c'est super intéressant et on a des petites surprises qui sont, je trouve, très chouettes. Voilà, je vous embrasse tous cette fois-ci pour de vrai et je vous laisse. Au revoir.